Faites sur la boîte vocale de Luxnoise, à la croisée de la lumière et du son. Laissez votre message. René et Renato, ou Renato, Rivière et Ribeiro, ou Ribeiro. L'invité du jour est donc pluriel. Ce boulimique de travail est comédien, metteur en scène, coach, directeur artistique. Il a fondé et géré de main de maître l'espace La Commedia à Paris. Il sera question de son parcours rugueux et prolifique, de ses premiers émois sur les planches, jusqu'à aujourd'hui. Depuis quelque temps, il s'est installé à Lisbonne, où il enseigne le théâtre et, entre autres, il officie au sein du cabaret Maxime-sur-Mer. Lui qui aime jouer les personnages marginaux et atypiques, d'ailleurs, il interprétera un Pazzolini plus vrai que nature. Voici en 2 épisodes un entretien dense, profond et touchant, avec un écorché vif, un personnage passionnant et passionné. J'ai nommé Renato Ribeiro alias René Rivière. Aussi joué en grossissant le trait de l'accent portugais. Je me souviens, je crois que c'était Un vrai bonheur, non Oui, dans Un vrai bonheur, le film de Caron, où j'ai eu un des personnages qui était de faire justement un concierge. Des répliques sympas quand même. Et un concierge portugais. Et en fait, le film, c'est un mariage avec un regroupement de familles qui vient pour le mariage en question. Et il loue une gare abandonnée pour faire un immense mariage. Et bien entendu, l'idée du film, c'est que pendant ce mariage, tout le monde va régler ses comptes. Parce qu'en fait, la belle-sœur couche avec le beau-frère, qui couche avec... Et donc, c'est un vrai panier de crabes et un vrai bordel, il faut le dire, pendant tout le mariage. Y compris la mariée qui se marie plus, qui part avec un autre, etc., etc. Et le rôle des 2 veilleurs portugais était simplement celui de faire en sorte que tout tombe en panne tout le temps. Donc on est tout le temps en train de tout pirater. Et que quand la mère de la mariée vient ou le père vient nous demander qu'est-ce qui se passe pour la énième fois, etc., on faisait ceux qui parlions français à peine, portugais beaucoup, et qui comprenions très très mal. Donc já donné chez Michi, botas no carro, matériel. Donc c'était à mourir de rire, puisque bien sûr les comédiens qui faisaient les rôles français avaient les têtes de circonstance. Ça a été et puis vraiment un vrai bonheur. Est une pièce de théâtre qui a été montée par Caron au Théâtre Michel pendant plus de 2 ans et demi, un gros succès. Pour les gens qui peuvent s'en rappeler, c'est une affiche avec un gros gâteau de mariage à 3 étages, qui ensuite a eu un tel succès qu'il a été repris par un producteur, Camus en l'occurrence, qui est un des plus gros producteurs parisiens, qui était un des plus grands, qui a repris le spectacle en manière encore plus énorme là-bas vers le Théâtre des Variétés. Et dû au succès énorme de cette pièce, enfin c'était la première fois qu'on avait une comédie qui restait aussi longtemps à l'affiche à Paris, je crois que ça a été genre 5 ans ou 6 ans, enfin un truc de dingue. Ils ont eu un producteur qui leur a dit « Ok, maintenant on met ça au cinéma ». Et Caron a fait quelque chose que vraiment bravo. Il a dit « Ok, à une condition, c'est je ne veux aucun connu, aucune tête de connu, je reprends tous mes comédiens de la pièce de théâtre. » Et tu vois le film, il n'y a pas un personnage connu dans le film. Ce ne sont que des comédiens de théâtre de son équipe. Et c'est devenu un grand succès, ce film aussi. Du coup, tu as forcément, j'imagine, fait un peu le compte-rendu de ta déjà vaste carrière, hein, ici, maintenant au Portugal, on y revient dans 2 secondes, mais tu as tourné dans combien de films? Tu as fait combien de pièces? Alors, quand je dis fait, c'est être investi en tant qu'acteur surtout. En tant qu'acteur, j'ai dû faire une 15aine de pièces à peu près. En tant que metteur en scène, je les compte plus, plus de 30. Ah oui, facilement, plus de 35. En film, je dois en être à une 12aine de longs, à une 10aine de courts-métrages, et en réalisation, 2 réalisations personnelles. Et t'es si jeune encore. En plus. Tant mieux, ça me laisse le temps d'en faire plein encore. J'espère pour nous, oui. Et tu as renoué avec la belle Lisboa. On sent que tu es vraiment amoureux de cette ville et on te comprend amplement. D'ailleurs, c'est un vivier artistique. On voit, par exemple, dans la presse étrangère, les Anglais alors en raffolent. Il y a beaucoup d'artistes londoniens. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est un paradis fiscal aussi. Oui, au-delà du paradis fiscal, mais c'est surtout un terrain
de liberté, c'est un champ des libertés, c'est une ville où c'est encore possible de faire beaucoup de choses, où il n'y a pas encore de marginalisation, il n'y a pas encore un concept de culture d'État, puisqu'il n'y a pas de ministère de la Culture, donc ça serait difficile pour l'État de dire je veux ça. Ils l'ont pas remis là, non? Le nouveau Premier ministre, puisqu'on est un peu dans un régime politique qui est assez proche de celui de l'Angleterre, où le président est un peu comme la reine d'Angleterre, et le Premier ministre, c'est lui qui a les pouvoirs. Et en effet, celui-ci qui est de gauche, qui est socialiste, a décidé de réouvrir le ministère de la Culture. Mais donc, il y a un foisonnement de culture qui a démarré avant mon arrivée par deux chemins intéressants. Le premier, c'est l'art urbain. Il faut savoir que Lisbonne est numéro 1, on ne le sait pas assez à mon goût, est numéro 1 des artistes en art urbain, qui maintenant sont aux États-Unis, à Paris et ailleurs, mais c'est là-bas... il y a Vils qui est venu il y a pas longtemps qui a démarré l'art urbain, mais quand je dis l'art urbain, c'est au point de l'art urbain actuel qui est maintenant coté comme n'importe quel peintre qui est en galerie, sauf que c'est dans la rue. Tout ça s'est passé à Lisbonne. Voilà, donc et en même temps, on a eu un démarrage de la culture à travers ce qu'on appelle la performance, qui est une forme que j'apprécie moyennement, mais quand t'as pas d'argent et que tu as quand même envie de dire des choses, en fait, ils ont monté des mini-pièces, des mini-spectacles, des mini-bouts, des mini-ballets, des mini... tout ce que tu veux, pardon, mais qui durent des mini-spectacles, des mini-ballets, des mini... tout ce que tu veux, mais qui durent 10 minutes, un quart d'heure. Et il y avait un public parce que c'était nouveau. Et il y en avait partout. Aujourd'hui, cette partie des performances est en train d'être finie. C'était une tendance qui s'est terminée il y a maintenant un an. Il y en a encore quelques-uns, mais les gens y vont beaucoup moins. Mais ça a ouvert la porte à nouveau une dynamique de création et de spectacles, de concerts, d'expositions, Un truc qui me semble important, c'est que la ville a pris conscience qu'elle avait une ville sous sa commande, et que du coup, elle a rénové la ville, elle a remis les espaces en route, en mouvement. Il y a à nouveau des théâtres qui ont réouvert. Voilà, donc pour moi, c'est waouh, quel terrain de jeu, quoi. Il y avait plein de choses à construire, à faire, à créer. Donc du coup, j'ai vu la possibilité. C'était presque une mission, quoi. Tu t'es dit, oui, c'est ça, le moment oui, pour moi de. Voilà. Et puis j'ai vu vraiment la possibilité de refaire la Commedia bis. Je savais qu'à Paris c'était fichu, quoi. J'ai eu la chance d'être dans les derniers moments où on pouvait encore faire ce gros trip d'ouvrir une usine, d'en faire la Commedia ce qu'elle est devenue. Et justement, j'allais y venir, pour ceux qui aiment Lisbonne, qui aiment le théâtre, qui aiment le cabaret, qui aiment la musique, les arts de la scène, ils ont certains peut-être mis les pieds dans le mythique cabaret Maxime, où j'ai eu la chance de jouer aussi à une époque, qui était encore à la Place d'Algri, à l'ancienne adresse. C'est ça, c'est ça. Comment t'as connu ce lieu et ces personnages, et surtout ce personnage où on pleure, Manuel Janvier. Manuel Janvier. D'ailleurs, pour boucler la boucle, si tu me permets, on parlait des élections récentes au Portugal. Il s'est encore une fois porté candidat au présidentiel. Oui, c'est le Coluche portugais. Ouais. Il fait exactement comme jusqu'au moment du mariage. Il y a eu un moment où là aussi il y a eu des lois qui ont été mises en avant pour le mariage pour tous. Et il a défilé en voiture comme Coluche, habillé en marié avec un pote humoriste qui était le Thierry Leluron portugais, qui lui était en smoking. Donc ils ont vraiment fait le même schéma sans pour autant copier, je précise. C'est vraiment un truc à eux, personnel, etc. Et tu connaissais déjà le personnage, le musicien? Oui, alors comment j'en suis arrivé là? C'est que quand je suis arrivé au Portugal avec cette idée d'ouvrir la Commedia bis, la première chose que j'ai fait, c'est d'essayer de m'intéresser à l'histoire de la ville. Qu'est-ce qu'elle a eu comme lieu? Qu'est-ce qu'il existait? Parce que je me suis dit, c'est quand même incroyable, cette ville, elle se réveille maintenant et qu'il n'y ait jamais rien eu ou pas. Il faut savoir que de 1910 à 1931, c'était la capitale du cabaret européen. Les grandes familles françaises, allemandes, anglaises venaient le week-end à Lisbonne pour voir les grands spectacles des cabarets. Il y en avait 23 à Lisbonne Centre, parmi lesquels le Maxime, le Ritz, l'Odéon, le Théâtre des Variétés, donc des noms qui, tu vois, qui sont plus que français, mais qui existaient là-bas concrètement, et qui travaillait d'ailleurs avec le Ritz à Paris, qui travaillait avec le Maxime, qui travaillait avec le Théâtre des Variétés. Tout ça était
on partage et il y avait, et j'espère qu'il y aura à nouveau, un vrai pont artistique entre les deux capitales. À tel point que Joséphine Baker a produit et représenté ses spectacles à Lisbonne pendant 10 ans. Maurice Chevalier est passé là-bas, Arletty est passé là-bas, sans parler des artistes anglais, sans parler des artistes allemands, etc. Donc voilà, et partant de là, je me suis dit, et si je me mettais à visiter ces vieux lieux ou à les découvrir? Alors j'en ai vu qui sont devenus des restaurants, d'autres qui sont des champs de ruines, d'autres qui ont été démolis, d'autres... Enfin, il y a à peu près de tout, et j'ai à peu près listé. Un jour, tu as débarqué à Place d'Angleterre. Et un jour, j'ai débarqué... Son nom, la place de la joie. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un endroit, cette petite place, elle n'est pas énorme, où il y avait des clubs de filles de joie, puisqu'on appelait ça les filles de joie, et donc ce quartier où il y avait des bars, des clubs de filles de joie, et un cabaret qui à l'époque pour les familles bien pensantes c'était des putes qui étaient là-dedans, ce qui n'était pas du tout le cas puisque c'était des spectacles. Le lieu est magnifique, il était magnifique. La place s'appelait la place de la joie parce que c'était censé donner de la joie par les filles de la joie. Et le Maxime était à l'intérieur, j'ai eu la chance de le visiter à plusieurs reprises, était vraiment dans la décoration du Maxime à Paris. C'est exactement la même là aussi. Même si les propriétaires ne sont pas les mêmes, mais c'était exactement le même. Après la crise, dans un premier temps, en 1930-31, arrivée de l'État unique, ou nouvel État, donc l'arrivée de Salazar qui a fermé la plupart de ces lieux, il en a gardé 2 ou 3 qui étaient des copains à lui, mais sinon il les a fait fermer. Après la fin de la dictature, qui a tout juste 40 ans, garder des lieux fermés si longtemps, tu retrouves des ruines. Dans un pays qui est quand même, il faut le dire, sorti de la dictature pour rentrer dans la crise. Parce que c'est un peu l'histoire du Portugal. Je sors d'une dictature et je rentre dans une crise internationale que j'ai pas vue arriver. Du fait de la dictature, on était guillemets semi-protégés. Donc après que la dictature soit partie, on a repris la crise. Disait Salazar, on était orgueillosamente sós, orgueilleusement seuls. Ah mais oui, puisqu'autour ça commençait. Eux, les autres pays ont connu les 30 glorieuses pendant que le Portugal ne les a pas connues, et que le Portugal, quand il est sorti, les 30 glorieuses étaient terminées. Donc, et ces lieux étaient abîmés. Certains pas. Donc il y a eu la visite du Maxime qui m'a fortement impressionné, qui m'a permis de rencontrer les gens qui faisaient la gestion du lieu. Et dans le milieu de ces personnes-là, il y avait Manuel João Vieira, qui est un artiste un peu farfelu, musical, comédien, metteur en scène. J'ai vu tous les projets au niveau musique, et ne pas 2000. Ils ont tous d'ailleurs des noms improbables. Alors je sais pas, évidemment vous avez un peu leur univers. Pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui aiment la lusophonie, allez-y à fond parce que c'est énorme au niveau des textes. Je me souviens, et ne pas 2000, Irmãos Catita, Corações de Atum, tout ça c'est 3 grands groupes. C'est magnifique. C'est 3 grands groupes qu'il a gérés, qui continuent de vivre, qui continuent d'exister, de tourner énormément au Portugal, mais dans un univers complètement fou. Oui, c'est notre dimension. C'est ubuesque, c'est clownesque, c'est foldingue, mais... J'oublierai jamais, justement, la fois on a été invité dans ce bel endroit, l'ancien Maxime. C'était une belle découverte et du lieu et de ce personnage physiquement que je connaissais déjà évidemment sa carrière avec tous ses projets, et là on a parlé en portugais, en français, on a fait du français et la fin de soirée a été quand même mémorable. C'est un grand bonhomme à tout niveau, physique et spirituel. Et donc après tu l'as connu et politiquement engagé. Et est-ce que c'était déjà la phase de la fin du Cabaret Maxime tel qu'on l'a connu Place d'Orgrie? C'est ça. Et à ce moment-là est arrivé le bon timing, non? Le projet. C'est ça, c'est-à-dire que lui savait qu'il fallait qu'il trouve une autre salle, donc il était en discussion et il a ouvert une autre salle sur les bords du Tage. Dans un ancien entrepôt de poissons, et en même temps moi je cherchais un lieu pour développer mon spectacle qui est parce qu'il a déjà fait, qui va être parce que j'en fais la reprise, le premier spectacle de cabaret et de revue portugaise à la française. C'est vraiment une revue portugaise à la française. Et là tu boucles la boucle une fois de plus. Qui va être présent. D'ailleurs ça a été rebaptisé, si ma mémoire est bonne, Maxime-sur-Mer, parce qu'il est en face du village. Le lieu s'appelle Maxime-sur-Mer et mon spectacle s'appelle Lisboa Louca, donc Lisbonne la folle, et qui est un mélange de théâtre, de musique, de music hall, de cabaret, de cirque,
de magie, de trapèze, mais tout en racontant une histoire. C'est très proche dans la veine du film Cabaret avec Liza Minnelli, que j'ai adoré, qui reste quelque chose, une empreinte forte, parce que je l'ai vu quand j'étais tout petit. Voilà, on est dans le même univers, mais à la sauce portugaise. Comme elle disait, life is a cabaret. Yeah. Je crois que oui. Enfin, moi j'en suis persuadé, mais ou du moins tentons de faire en sorte qu'elle le soit. Manuel Jean Vielle, grand personnage évidemment, on l'a dit, mais je me souviens de Manuel Jean avoir dit un truc du genre, en portugais si ma mémoire est bonne, je vais essayer de le transposer en français, quelque chose dans le genre que physiquement le nouveau Maxime, vu qu'il était juste en face du Rio Tejo, du Tage, ça arrangeait bien quand on est bourré de se laisser rouler jusqu'à l'eau, comme ça on se réveille naturellement. Cet endroit, tu le vois comment? C'est quand même c'est pas la même. On n'est pas du tout dans la même histoire. C'est pas la même déco, même âme. Non, parce que le cabaret, l'ancien cabaret Maxime, c'était vraiment un cabaret de 1910 qui a une histoire de cabaret, qui a un vécu et des gens qui sont passés par là de cette histoire-là. Le nouveau cabaret est un entrepôt dans lequel Manuel João refait une salle de spectacle et d'événementiel. Elle a d'ailleurs vraiment, je dirais, quand tu es à l'intérieur, tu te rends compte que la salle est beaucoup plus faite pour les concerts que pour les spectacles. C'est vraiment un lieu, un espace qui est pensé pour les concerts. J'aurais du mal à imaginer une pièce de théâtre dans cet espace, qui a vraiment été réaménagé pour ce qu'il fait lui, Manuel João, qui est essentiellement ses groupes de musique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton côté, on va dire, de ta Lisbon Story, au bout de 3 ans et quelques? 3 ans, c'est ça? 3 ans vraiment. Comme le temps passe, et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à un touriste français ou portugais ou autre d'autre origine qui part d'ici de Paris Lisbonne, où se poser pour voir du bon théâtre, des bons concerts? Quelle salle tu leur conseillerais par exemple? Écoute, contrairement n'est pas le terme, différemment de chez nous en France, un des lieux qui vraiment bouge beaucoup, c'est la scène nationale, le théâtre national, le Dona Maria II, le Dona Maria. On a toujours l'impression, c'est en train de changer un peu, mais on a toujours l'impression ici à Paris, la Comédie Française, comme un lieu un peu poussiéreux qui fait que des classiques. En partie vrai, mais pas uniquement. À l'inverse, la scène nationale de Lisbonne, au Portugal, a une programmation à la fois très moderne, très contemporaine, très peu de classiques, et en plus très européenne, anglaise, française, allemande, dans plein de disciplines et de registres différents. Ça peut être du théâtre à texte, ça peut être du musical, ça peut être de la performance, ça peut être... Voilà, donc c'est un lieu que je conseille parce qu'il s'y passe tellement de choses, avec quand même, pour la petite histoire, l'équivalent de 5 à 6 spectacles différents par mois. C'est dingue. Donc ça donne vraiment... voilà. Après, au niveau musical, j'aime beaucoup le Saint-Louis, parce qu'il a une programmation musicale un peu classique portugaise, mais que quand on ne connaît pas le Portugal, c'est quand même agréable d'aller découvrir des vrais talents portugais, que ce soit dans le fado ou dans le reste. Ensuite, tu as des lieux un petit peu, je appellerais ça les lieux alternatifs, qui sont très intéressants, dont l'un d'eux qui s'appelle la Taverne des Almas, la Taverne des âmes, qui est un ancien atelier à faire du papier, et qui est devenu un lieu alternatif d'exposition, concerts, pièces de théâtre, et tutti quanti. D'ailleurs, les tabernes, comme on dit en portugais, ou les tasquinhas sont très à la mode. Hein. Oui. Et en plus, à l'intérieur de ce lieu, il y a une tasca où tu peux manger des petites tapas portugaises, etc. Après, il y a 2 lieux que j'apprécie grandement, qui est o Teatro do Bairro Alto, le théâtre du Bairro Alto, qui est un quartier mythique parce que c'est là où on va boire des verres le soir. Mais au-delà de ça, c'est un théâtre qui a une programmation très francophone. Ou d'auteurs en tout cas qu'on a nous l'habitude de travailler au Portugal moins. Ça peut être du Jean Genet, ça peut être du Fassbinder, ça peut être du Di Billard, tu vois, donc, mais le tout en portugais. Donc pour moi je trouve que c'est une salle intéressante parce que du coup j'essaye de voir leur regard, le regard d'un auteur ou du moins d'un metteur en scène et de comédien portugais, comment il voit la lecture
d'un Jean Genet. Qu'est-ce que je vais découvrir en voyant le balcon monter à la portugaise, quoi. Ben, ils ne le montent pas comme nous, parce qu'ils n'ont pas du tout la même culture, donc ils n'ont pas du tout le même ressenti. Et au bout, c'est quand même du Jean Genet magnifiquement joué. Mais du coup, t'en as tout à fait une autre lecture. On t'en montre tout à fait autre chose. Et j'en passe, il y a des Molières, il y a des... Voilà. Et le dernier, c'est Les Artistes Inconnus, qui est une grosse compagnie, et un théâtre qui est placé à l'intérieur du jardin zoologique, et qui, lui, par contre, ne fait exclusivement que des auteurs français qu'il traduit et adapte en portugais. Donc il ne fait que ça, et des auteurs modernes, vraiment contemporains d'aujourd'hui. Parlons un petit peu de ce Théâtre do Vestido. D'ailleurs, le nom a... Au Théâtre do Vestido, je l'ai rencontré avec mon travail de coaching au Dona Maria, où j'ai la chance de pouvoir travailler et coacher plusieurs comédiens sur des spectacles du directeur francophone qui est Tiago Rodrigues. Et lui-même a proposé mon nom à une compagnie subventionnée qui s'appelle Théâtre do Vestido, de théâtre du vêtement, parce que cette compagnie a créé un spectacle sur la dictature portugaise en montrant le mauvais côté ou le côté noir de la dictature, et que Emmanuel de Marcimota a vu le spectacle en portugais et a invité ce spectacle au Théâtre des Abbesses pour le mois de mai 2016. Et du coup, suite à la proposition du directeur de la scène nationale, je me retrouve à être le directeur d'acteurs et l'assistant metteur en scène sur ce spectacle magnifique que j'aime beaucoup, sur l'intérieur, les intestins. J'aime bien dire ça parce que c'est le cas. Les intestins de comment la dictature, pourquoi la dictature, qu'a fait la dictature au Portugal. Tu as évoqué Emmanuel de Marcimota, donc encore un luso-descendant, même si j'aime pas trop le terme, mais on l'aura compris, quelqu'un d'origine portugaise qui vit dans ce pays et qui fait beaucoup maintenant pour le théâtre en soi, mais aussi pour la liaison, pour le pont Paris-Lisbonne et dans l'autre sens aussi. Est-ce que ça aussi c'est un moment stratégique, si je puis dire, ou du moins important pour toi dans la connexion Portugal-France et les deux capitales? Oui, pour deux raisons. La première, et puis par rapport à Volpone, par rapport à la Comédia, par rapport à Lettres de délation, Pasolini, etc. J'ai toujours eu mon équipe, et à l'époque ça me disait rien, ou en tout cas ça me parlait pas. Maintenant ça me parle beaucoup. Mon équipe, et surtout mon administrateur qui était mon plus proche, parce que c'est lui qui faisait les sous, l'argent, les comptes, la caisse. Il disait, ton souci qui est un plus, c'est que tu es un avant-gardiste, tu es un visionnaire, tu es toujours en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait, mais qui après... Par exemple, quand j'ai fait Belle, qui est une comédie musicale, j'étais le premier à faire une comédie musicale à Paris, dont tout le monde a ri. Tout le monde a dit « Oh non, mais tu vas pas nous monter une comédie musicale. » C'est bizarre, 3 ans après, tout le monde a fait des comédies musicales. Oui. Et la mienne, en l'occurrence Belle, a été un énorme succès, puisque même M. Louvain a voulu la signer. Voilà, j'ai toujours une sorte d'envie, ou en tout cas j'ai toujours suivi ce que j'ai ressenti, et il se trouve que ce que je ressens a l'air d'être toujours un petit peu en avance de ce qui va devenir. Comme avec Johnny, l'envie d'avoir envie. Mais c'est bizarre, tu vois, je le cherche pas. Je suis mon envie, je suis ma liberté, on en revient à cette liberté pour laquelle je me bats, de vouloir dire, de vouloir être, d'être une identité à part entière, de ne pas vouloir être dans le moule, et on ne m'y mettra jamais, et de sentir un petit peu les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, pour alerter, pour dire attention. Et là, le Portugal, ça a été pareil. Je suis arrivé là-bas, il y avait une évidence pour moi que ce pays allait être débarqué et débordé de Français. Faut rappeler que quand je suis arrivé, c'était pas le cas. Hein. Il y avait genre 5000 Français qui se battaient en duel en vacances, quoi. Pourquoi j'ai senti que ça allait être envahi de Français? Et là, ta facette touriste, enfin le côté tourisme francophone, on va dire, parce que tu t'es spécialisé un peu là-dedans. Tu l'as senti venir comme ça spontanément? Tout de suite. Tiens, je vais me lancer là-dedans. Oui. Tout de suite, parce que l'idée que quand tu sens les choses guillemets avant les autres, c'est de dire qu'est-ce que je peux en faire de ça comme plus-value pour tout le monde, pas que pour moi, mais pour tout le monde. Donc mon idée était tu t'es lancé comment au départ? Au départ, ça a été de partir de ce que tu disais, c'est de faire un pont artistique et culturel entre la ville de Paris et la ville de Lisbonne, faire des échanges.
j'ai eu la chance de rencontrer très très vite Emmanuel, et donc très vite on s'est mis au travail déjà dans cette idée, chacun dans des parcours et dans des niveaux différents. Emmanuel de Marcy. De Marcy, voilà. Théâtre Donc, de la ville. où on s'est déjà vu plusieurs fois pour cette histoire de pont. Donc les choses ont avancé dans ce... Très vite j'ai compris aussi qu'il y allait y avoir beaucoup de Français, et l'histoire l'a prouvé avec malheureusement le printemps du Maghreb qui a fait que plus personne n'a voulu mettre les pieds. On sait bien que la majorité des Français vont plutôt au Maghreb pour X raisons, ancienne colonie et tout le tralala. Donc il arrive ce qui arrive, tout le monde sait, on va où? Il n'y a pas 36 choix. Aujourd'hui tu veux aller au soleil, pas cher, des gens gentils, être bien en sécurité. Tu regardes un peu ta carte dans le monde avec tout ce qui se passe et tous les bombes et les machins qui sautent partout. Le Portugal reste un pays méconnu. Les Français connaissaient pas bien le Portugal, ils connaissaient l'Espagne, mais pas le Portugal. On tombe dans un pays ensoleillé, gentil, bon, on mange bien, pas cher. Tout le monde a débarqué. Moi, je l'ai senti avant. Donc, j'ai fait... et ça, c'était un vieux rêve quand j'étais gamin. J'avais toujours dit que si ça marchait pas le théâtre, j'ouvrirais un petit hôtel ou des chambres d'hôtes. Une auberge. Va savoir non pourquoi, pas mais- espagnole, mais portugaise. Ouais. Et ça a toujours été. J'étais môme quand j'étais... Mes parents, ils me demandaient tu veux faire quoi plus tard. Je disais, si c'est pas comédien et si c'est pas artiste, ça sera un petit hôtel ou des chambres d'hôtes. Donc, je me suis dit, pourquoi je vais pas démarrer par là? Il faut démarrer quelque part. Tu as l'air de comprendre et de sentir que c'est plutôt par là que ça va se passer. Un pont artistique entre Lisbonne et Paris, tu vas pas le faire en 2 secondes, alors qu'une chambre d'hôte, tu peux le faire assez vite. Bien sûr. Donc j'ai ouvert une première chambre d'hôte à Alfama, dans le quartier historique, et très vite ça a cartonné, parce que très vite les Français sont arrivés, et j'étais pratiquement à l'époque un des seuls à avoir ce concept, que les Portugais connaissaient pas, mais qu'en France nous connaissions, via les sites Airbnb et autres. Donc très vite, les Français se sont dit, ah tiens, on va aller chez l'habitant. En l'occurrence, habitant portugais qui ne l'était pas. Mais j'ai joué le jeu et Mais j'étais du coup, vraiment... tu faisais bien la passation. Ah oui, j'étais vraiment présent. J'ai servi de guide de multiples fois, etc., ce qui m'a permis d'ailleurs de très belles rencontres. Et ça m'a permis C'est vrai de que ça, c'est une développer... plus-value, oui, t'apportes énorme. autre chose. Énorme, parce que depuis, ça m'a permis d'avoir des appartements, etc., etc. sûr. Et le but était non pas de faire ça que pour les touristes et que je m'y cantonne, mais l'idée dans ma tête était de me dire, quand j'aurai fini le travail du pont artistique, il faudra bien un hébergement pour les artistes. Les compagnies qui vont arriver du théâtre machin, Châtelet, Dada ou compagnies autres diverses et variées qui vont arriver se produire au Portugal, ou des groupes de concerts, ils vont aller où? À l'hôtel? Oui, s'ils sont subventionnés. S'ils ne sont pas subventionnés, on va chercher un hébergement moins cher. Parce qu'on est plutôt dans le système des... Et comment rendre ça faisable, facile d'accès, etc. Vu le réseau que j'ai à Paris, où j'ai quand même un réseau suffisamment costaud, je me suis dit, si je monte des chambres d'eau dans un premier temps, les premiers qui arrivent, c'est des touristes, parce que c'est vrai que de programmer actuellement des artistes français au Portugal, ça n'aurait pas de sens, puisqu'il n'y a pas suffisamment de public, c'est en train de se construire. Mais en tout cas, dans mon idée, c'est s'il y a des artistes portugais qui partent à Paris, il faut que les artistes français viennent au Portugal, dans le cadre de festivals précis, où c'est qu'on les loge. Et ces chambres d'hôtes ainsi que les appartements que j'ai depuis sont vraiment dans ma tête faits, non pas pour les touristes, mais pour héberger les artistes qui vont arriver dans le pont, qui, ça y est en train de se mettre en place à partir de fin 2015 et surtout cette année, puisqu'on a eu la chance qu'un autre luso-descendant, Tiago Rodrigues, vient d'être nommé à la tête de la scène nationale du Portugal, et du coup, amis d'Emmanuel, ils sont en train de mettre en place un vrai partage et un vrai pont, puisque le Portugal est présent dans la plupart des festivals parisiens depuis le festival d'automne 2015 et se terminera avec les chantiers d'Europe 2016, et qu'en 2017, c'est Paris qui sera présent à Lisbonne pour les mêmes dates et la même configuration. C'est dingue. Hein. Donc c'est un vrai échange. On dirait une deuxième Genèse pour toi, non? Oui, oui. Ouais, c'est un nouveau. Ça a été un gros défi, un gros challenge, parce que je parlais pas la langue, ou très très mal. Et donc il a fallu que j'aille à l'école, il a fallu que je prenne des cours. Voilà, l'intégration qui est loin d'être facile. Le peuple portugais est un peuple très protectionniste, très nationaliste, très fermé sur ses valeurs à lui. Ils adorent les touristes, mais parce que les touristes, ils y laissent de l'argent. Ils aiment beaucoup moins les touristes qui s'installent. Ou en tout cas, un étranger qui s'installe est plutôt mal vu. Et alors, je ne te dis pas d'un ancien luso descendant ce qu'on peut en raconter.
Surtout un luso-descendant comme moi qui n'est même pas de la culture portugaise. C'est le pire qu'on puisse penser là-bas. Mais au-delà de ça, c'est des gens gentils et passifs. Donc, du coup, je suis regardé comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui fait des choses et positif. En tant que directeur d'acteur, comment tu vois la production, la scène locale, les troupes, les acteurs, par rapport à ce que tu as connu en France? On est au début. On commence à avoir des compagnies qui... alors, soit c'est des compagnies qui sont dans des bulles depuis des années et qu'elles y restent. Voilà, tant mieux pour elles, ou tant pis, je ne sais pas. Mais quand on vit dans une bulle, ça porte bien son nom. Hein. Une bulle, c'est fait pour exploser ou éclater. Sinon, ça s'appellerait pas une bulle. Mais sinon, à côté de ça, non, tu as vraiment un renouveau. Tu as quelque chose de l'ordre de démarrage, de l'envie de créer des spectacles et non plus des trucs de 15 minutes, l'envie de créer des compagnies, l'envie de réouvrir des lieux, y compris politiquement, que ce soit la ville de Lisbonne qui vient de réouvrir un cabinet à la culture, avec un secrétaire à la culture, que ce soit le Premier ministre qui veut remettre en place un ministère de la culture. Donc voilà, c'est à nouveau mon côté avant-gardiste ou en tout cas visionnaire où en effet j'ai la chance d'être dans un pays où le mot culture est en démarrage, avec un nouveau ministère de la culture, donc s'il y a un nouveau ministère, ça veut dire que là aussi il y aura des nouvelles choses à penser, des nouvelles choses à faire, des nouvelles formes de réfléchir, de réflexion, et que j'ai vraiment beaucoup de chance de participer à ce mouvement. Mais tu as senti, tu parlais des grandes scènes nationales, tu as senti ce poids aussi, ce poids au sens positif, ce patrimoine, par exemple, le théâtre de Revichte, comme on dit là-bas, tu as dû le sentir, ça, quand tu as fait tes recherches, non? Oui, il est très présent, mais minoritaire. Il a été très présent après-guerre, Oui, voilà. C'est un genre que je trouve à l'époque, formidable, puisque il y avait du théâtre. Ah ben oui, je me souviens. Puisque en fait, pour les gens qui connaissent pas, au théâtre de Revista, c'est l'équivalent de nos chansonniers ou de nos spectacles qui sont au théâtre des Deux Ânes ou là-bas dans le quartier de Pigalle. Donc c'est à la fois du spectacle comique, mais où on se fout de la gueule des politiques, il faut bien le dire. Donc c'est vraiment ce qui se passe au théâtre des Deux Ânes et dans les théâtres limitrophes. C'est un genre au Portugal qui a cartonné, qui est en train de mourir. On a pour l'instant 2 théâtres qui continuent à faire du théâtre de Revista, mais il faut être et portugais et vivre à Lisbonne pour comprendre les blagues. Parce que c'est vraiment des subtilités, non pas que nationales, certaines sont purement sur Lisbonne. Donc si tu n'y vis pas depuis un certain nombre d'années, tu ris pas comme la salle qui est en train de rire. Donc il y a ça qui est présent, mais d'un point de vue historique, ça fait partie du patrimoine de création. C'est pas, je reprendrai juste par rapport à ce que tu as dit, c'est pas un poids qu'on sent dans le reste de la culture. Le poids réel qu'on sent dans l'ensemble de la création culturelle, c'est le fado. Le fado est un chant traditionnel qui était chanté par les femmes des pêcheurs qui se mettaient sur des falaises très hautes au bord de la mer pour dire au revoir à leur mari qui partait pour des mois, voire des années, et qui se mettaient donc très haut ou très loin au bord après que le bateau soit parti, pour voir le bateau le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que la plupart des maris n'en revenaient pas. Ils mouraient en haute mer. Donc on avait ces femmes qui, en pleurant, disaient au revoir à leur mari de loin, et on appelait ça des complaintes. Il y avait à la fois quelque chose de très triste, parce qu'on savait qu'on pouvait les perdre, et à la fois quelque chose de l'ordre de l'espérance, parce qu'on savait que s'ils revenaient, ils revenaient avec de la nourriture qu'on allait vendre, du poisson qu'on allait vendre, donc s'enrichir. Donc il y a à la fois dans la chanson ce côté je te vois partir donc tu vas mourir, mais je suis sûr que je reste dans l'espoir que tu vas revenir, et si tu vas revenir, il y a donc une partie financière que notre vie va s'améliorer. Là tu m'as fait penser au mythique Barco Negro, hein, voilà. Le bateau noir. Le Barco Negro qui est un des textes les plus forts dans cette optique-là. Mais tout le fado est là-dedans. Même s'il y a du fado drôle, il y a du fado comique, voilà. N'oublions pas les autres facettes pour du fado. Pour dire à quel point j'y crois que ce pont artistique entre Paris et Lisbonne va se faire, je n'ai rien inventé, si ce n'est que j'ai eu peut-être du flair,
et ce côté avant-gardiste, parce que le pont artistique Lisbonne-Paris, je répète, a existé de 1910 à 1930. N'oublions pas qu'il y a eu 20 ans où Lisbonne et Paris ont tout créé ensemble, à tel point que nous avons une chanson du fado au Portugal très très ancienne, qui est Lisbonne ne devient pas française. Não sejas francesa, tu és portuguesa. Tu es portugaise et sois fier d'être portugais, pour reprendre les paroles en français. Donc c'est te dire, et une chanson qui est de 1932. Donc l'arrivée du fascisme après 20 ans où la France a été omniprésente au Portugal. Donc je rêve... Et là, on revient au cabaret et tout voilà, ça. je rêve en me disant, on est 100 ans plus tard, un siècle plus tard. Et pourquoi ne pas tenter de refaire le même Et délire? peut-être que là, pour boucler une fois de plus la boucle, peut-être que ce fado au sens latin, fatum, la destinée, peut-être que c'est ta destinée à toi. C'est ça, c'est ça. C'est ton Alors aujourd'hui, si tu veux, le fado, c'est la destinée et c'est vraiment, voilà. À la fois dans les milieux artistiques, on est enfin, parce que c'est le truc culte, mythe, t'y touches pas, même pas d'un bout de doigt, parce que sinon on te décapite, encore aujourd'hui. On commence à pouvoir toucher au fado pour le démystifier, pour en faire quelque chose de plus... Parce que c'est un poids, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que... C'est un fardeau aussi. Ah, parce que c'est vraiment quelque chose de très pesant, c'est magnifique. On dirait des chansons d'enterrement, magnifiquement interprétées, mais qui laissent peu de liberté de création plus moderne et plus folle et plus ouverte. À la fois, quand tu es créateur et que tu adores le texte, ils ont, pour la majorité des chansons du fado, des textes formidables, écrits par des auteurs incontournables comme Gil Vicente, Fernando Pessoa et bien d'autres, qui fait que ces textes-là, t'as qu'une envie, c'est de les mettre sur scène. Pas forcément dans le fado, mais en pièce de théâtre, ou en monologue, ou en poésie. Pour l'instant, il y a une telle mafia au Portugal que c'est impossible. Et depuis qu'il est devenu patrimoine de l'UNESCO, c'est devenu presque une usine, une industrie en fait. C'est une industrie mafieuse. Oui. C'est-à-dire que les chanteurs de fado d'un certain âge le transmettent à leur fille, qui leur transmettent à la petite fille, et que tu ne rentres pas comme ça dans le milieu du fado, qui te ferme la porte. De là à obtenir les droits de prendre un texte et d'en faire autre chose, un poème, etc., c'est injouable, c'est impossible. Et là, du coup, je dis, quel dommage qu'un truc aussi beau, qui est vraiment une carte de visite du Portugal sans précédent, pourquoi ne le montrer que sur le côté fado, triste, un peu... et pourquoi ne pas montrer aussi ces textes qui sont forts et formidables, aussi sur la partie texte? Point. Oublions la musique. Et... C'est pour paraphraser un peu un slogan d'une campagne de pub qui a duré et qui dure et qui perdure, pour un vin spiritueux portugais qu'on va pas nommer, on met à Paris. Je vois souvent ces affiches en fin d'année à chaque fois. Ils te mettent la photo de la bouteille, la jeune femme avec un châle noir, et le slogan reste le même depuis des années. C'est pays où le noir est couleur. Alors que, tu viens de le dire... c'est de l'inverse. Alors, pourquoi cette pub? Parce que c'est le fado. Parce que c'est le fado et c'est... Et que le noir représentait justement le décès, le deuil, la perte d'eux, etc., etc. Et que c'est une couleur, pourquoi? Parce qu'on le porte dans un pays où il y a plein de soleil et où les immeubles sont tous les uns à côté des autres. T'en as un vert, et puis un rouge, et puis un jaune, et puis un bleu. On est loin des avenues haussmanniennes où tout est gris, ou beige, ou beigeasse. Là-bas, c'est vraiment... Il n'y a pas une maison qui se ressemble, il n'y en a pas une qui... Il y en a des petites, des hautes, des grandes, des grosses, des... Enfin, c'est complètement... chaque maison est personnelle. Il n'y a rien de pareil, il n'y a pas une maison qui ressemble à une autre. Et ça, sur des avenues entières, c'est quand même super coloré, quoi. De voir des immeubles bleus, verts, jaunes, pistaches, le tout dans des avenues, dans un soleil magnifique. Voilà, c'est super coloré. Dis-moi, tout à l'heure, on a évidemment abrégé un peu ton vaste parcours, mais il y en a eu, et tu l'as résumé en chiffres en tout cas, des belles expériences. Quelles seraient jusqu'à présent, et je t'en souhaite bien d'autres, des années aussi belles, aussi remplies, mais quel serait jusqu'à présent, si on faisait le bilan, le plus beau rôle de ta vie? Rôle au sens large, évidemment. Ça aurait été quoi? Le projet Comédia, tes 3 années lisboètes, l'enfance encore, l'adolescence? C'est un peu la Comédia, mais pas pour la Comédia. C'est plus le découvreur de talent et le souteneur de talent. Que la Comédia a permis que j'occupe ce titre et cette casquette. S'il n'y avait pas eu la Comédia, j'aurais jamais pu le faire.
Je reste très fier de ne pas avoir programmé mes spectacles, pas avoir monopolisé mon endroit, mais à l'inverse d'avoir produit de jeunes talents qui aujourd'hui sont encore sur scène, qui ont vraiment un parcours, qui ont du talent, et que si à l'époque j'avais pas ouvert les portes et le porte-monnaie pour que ces gens-là puissent exister, peut-être qu'ils n'existeraient pas. Donc voilà, ça c'est mon plus beau truc que j'aime, c'est de me dire on le sent chez toi, ça. Il y a des gens que j'ai sentis. Dénicheur, vraiment. Ouais. C'est toujours ce truc comme la direction d'acteur, je marche aux odeurs, j'ai un sniff, j'ai un flair, je sens des trucs. Et j'y crois en plus. Je suis assez con pour y croire. C'est-à-dire je sais qu'on a une amie en commun qui va être ravie d'écouter notre petit entretien, une certaine Brigitte. Oui, bien sûr, qui a été une des belles rencontres que j'ai eues à la Comédia à travers cette fameuse comédie musicale dont j'ai été un des premiers où tout le monde disait mais c'est quoi ce tangent qu'il est en train de nous faire? C'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Depuis, je suis à Lisbonne, elle est rentrée en contact avec moi, donc on est en train de travailler à la fois sur des projets de lieux, mais à la fois elle est l'artiste du spectacle Lisboa Louca de cabaret. Donc c'est drôle, tu vois, parce que le fait de... Tu l'as vu dans Mugler Follies? Et bien entendu, où elle a eu un rôle magnifique, enfin plusieurs rôles, mais celui de la diva dans le Mugler Follies était assez exceptionnel. C'est aussi ça qui m'a fait avoir envie de lui proposer le rôle de la diva sur mon cabaret à Lisbonne. Elle est aussi luso-descendante, donc, puisqu'elle est née au Portugal et elle est arrivée en France à son adolescence. Donc c'était aussi l'idée de me dire tiens... Puis c'est aussi une chanteuse, et puis une sacrée voix, puisqu'elle est ancienne chanteuse lyrique, d'opéra, pouvant se permettre de chanter du jazz, des variétés, à peu près plusieurs choses, qui est un succès énorme, quoi. Très 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 grand talent. Je voulais te demander pour finir, projets, rêves, même les plus fous à venir, là c'est quoi? Ça se passera sur Lisbonne un peu et Paris aussi, les deux en même temps? Les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est vraiment de continuer à faire mon trou dans Lisbonne au point de vue artistique et créatif, pour rentrer un peu plus dans cette histoire du pont artistique entre Lisbonne et Paris, de faire en sorte que les spectacles créés ou soutenus à Paris puissent venir à Lisbonne, et ceux à Lisbonne puissent partir à Paris, et vice-versa, et versa-vis. Ouvrir un lieu. Je ne perds pas l'idée... Et oui, parce que pour moi, un lieu, c'est pas un théâtre, c'est une maison. Donc pour l'instant, tu parles à Renato qui n'a pas de maison, donc il me faut ma maison. Tout le monde a droit à une maison, donc je veux moi aussi avoir mon toit sur la tête. Ma casa portuguesa, voilà. com certeza. Et je veux ma casa portuguesa com certeza. O meu telhado em cima da minha cabeça. Voilà. J'ai vraiment besoin d'une maison. Enfin, la Comédia m'a permis au moins de comprendre ça, c'est que j'ai besoin d'une maison. Ce qui n'est pas forcément un théâtre, tu vois. Il se trouve que, bien entendu, dedans, il y aura de la programmation et du public, mais c'est la maison. La maison est quelque chose pour moi de plus fort que théâtre. Parce que théâtre, à la limite, ça peut être juste le lieu où tu présentes des spectacles, où tu les crées et où tu fais de la caisse. Qu'une maison, c'est pas pareil. Une maison, on y construit des costumes, des décors, il y a une équipe qui vit dedans, il y a une compagnie qui est résidente. Voilà, c'est une maison, ça ouvre les portes à d'autres personnes qui sont invitées. C'est ce que je veux dire par là, pied de nez à Paris, que tu ne fais pas payer pour venir jouer dans ton théâtre. Comme ici à Paris, maintenant, il faut payer pour aller à peu près partout. Ça te manque de temps en temps, Paris? Oui, au niveau artistique. Parce qu'on a une offre, faut le dire, on a une offre pléthore à Paris qui est énorme, trop d'ailleurs, mais qui te permet vraiment de pouvoir justement aller découvrir des créations, des nouveaux talents, des nouvelles têtes, des nouvelles façons de faire, des nouvelles tendances. Et ça, je crois que Paris restera toujours Paris, pour ce côté lanceur de tendances. Donc voilà, oui, à Lisbonne, on a une dizaine de théâtres. Donc, guillemets, t'as plus vite fait le tour. Donc, c'est plus petit, plus pauvre. Et ça me manque. La deuxième chose qui me manque à Paris, c'est qu'à Paris, nous avons notre sacro-saint apéritif, où les bars se remplissent aux alentours de 18h, 19h, 18h30. C'est pas du tout le cas au Portugal. Au Portugal, on commence à bouger, à vivre. Je parle au point de vue de retrouver des amis, c'est vers 21h30, c'est après dîner. Donc tu sors du boulot comme partout à 18h, mais à 18h, il n'y a rien, on rentre à la maison. Donc ça me manque ce côté d'aller dans un bar et que même si tu es tout seul, il y a plein de monde, il y a plein de bruit.
Et du coup, même seul, tu écoutes tout ça et c'est déjà un spectacle en soi. Surtout pour moi qui ai toujours adoré être dans mon petit coin en train de regarder les gens pour prendre des notes. Et est-ce que dans l'autre sens, quand tu es en France, là tu vas passer quelques temps ici chez nous, est-ce que la saudade aussi t'envahit? Oui, la lumière, la luminosité de Lisbonne qui est incroyable, qui ici c'est gris, même les jours de soleil c'est gris. La douceur de vivre, il n'y a pas le stress, il n'y a pas etc., etc. Et surtout la nourriture. Bien sûr que j'adore la haute cuisine et la haute gastronomie française et la gastronomie tout court. C'est simplement que les produits à Lisbonne sont frais, mais frais de chez frais. Donc c'est super agréable de manger autre chose que du congelé. Qu'est-ce que tu conseillerais au niveau nourriture à quelqu'un? Poisson, c'est une ville de poissons. Donc c'est beaucoup le poisson grillé, d'autant plus que c'est une ville qui présente à peu près tous les poissons du monde, y compris les plus exotiques possibles, avec la spécialité qui est de les griller au feu de bois. Donc on ne peut pas être plus sain dans notre nourriture. Le tout accompagné de petits légumes et de riz, et c'est un bonheur, et tu mets juste un petit jus de citron dessus. Et en plus accompagné avec des vins qui sont assez forts, mais qui sont de plus en plus reconnus par les sommeliers, y compris français. Voilà, c'est vraiment... c'est une cuisine simple, populaire, simple, mais super fraîche, de très bon goût, voilà, avec tous les... mais simple. On n'a pas les sauces, on n'a pas tout ça. Mais voilà, ça j'ai envie. C'est vraiment quelque chose que quand je suis ici, je me dis, ah, et mon petit poisson. Et... Tiens, René, cette fois je vais dire Renate. Deuxième acte, je l'espère, bientôt, à Lisboa, hein? Oui. Et cette fois, on va la faire en portugais. Ah, ça serait bien, oui, qu'on le fasse aussi dans notre langue et que pour les auditeurs portugais puissent suivre avec grand plaisir. Et puis comme ça, je vous inviterai à la maison et vous pourrez voir ma petite maison bord du Tage avec une vue sur le Tage qui est magnifique. Et on s'imprégnera de ton ambiance. Exactement, avec grand plaisir. On va faire ça, un deuxième acte en portugais bientôt à Lisbonne. Exactement. Et pourquoi pas en plus coupler ça avec le fait de venir voir le spectacle. Ah bah carrément. Qui, je le rappelle, est sur scène du 23 avril à fin octobre. Carrément. Ça vous laisse le temps. Ah bah oui, carrément. Jusqu'à fin octobre, tu vois, on a à peu près plus de 6 mois, bien sûr. Renate, le meilleur reste à dire, donc je te dis un grand obrigado du fond du cœur pour ces instants volés à Paris. Je sais que ton temps est précieux parce que t'es là en vacances, mais on travaille aussi. Et oui, je fais les deux, mais je crois que je suis un gros malade et qu'il faut que je me soigne. Donc là, maintenant, je vais vous quitter, je vais aller me soigner. Et là, on va trinquer avec du vin de la région du Douro, voilà, une réserve du Douro. Je te dis saúde. Hein, saúde. E obrigado. Saudinha. À très vite. Obrigado. Obrigado.